Depuis sa création en 2014, l'Agglo de B s'est très clairement engagé vers la transition énergétique, l'environnement, la protection de la nature. Ce petit film va vous montrer des exemples d'entreprises, de privés qui participent à cette action collective en faveur de l'environnement. Ce sujet, naturellement, est très important et doit servir d'exemple à vous tous pour que chacun d'entre nous puissions apporter notre pierre à l'édifice et la protection de l'environnement. Au niveau de l'environnement, l'Agglo de B travaille sur les déchets, l'assainissement, les milieux aquatiques, mais aussi l'énergie et le climat. Sur cette thématique, nous devons réaliser un plan climat et énergie territorial. Après un travail de diagnostic, nous travaillons actuellement sur un plan d'action qui portera sur la réduction des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre, la production d'énergie renouvelable, mais aussi l'amélioration de la qualité de l'air. On l'a vu avec le dernier rapport du GIEC, il est urgent d'agir rapidement pour ne pas dépasser une augmentation de température de plus de 1,5 degré. Pour cela, il est nécessaire d'obtenir des accords politiques au niveau international, comme à Paris, en 2015. Le changement climatique est un problème global avec des solutions locales. Les collectivités locales sont les chevilles ouvrières de la transition énergétique, car elles sont souvent le relais entre les lois et les orientations nationales et les citoyens, les entreprises et tous les acteurs du territoire. Donc l'objectif de ce film, c'était d'illustrer concrètement ce que pouvait être la transition énergétique sur le territoire. On a eu l'idée du film après la diffusion du film Demain de Cyril Dion dans le cadre de la semaine du développement durable. En fait, ce film montre des expériences concrètes et positives au spectateur pour lui donner envie d'agir. Nous, on a relevé un petit défi en se disant on est capable de faire la même chose, mais simplement sur l'échelle du bocage bressurais. Donc, dans le premier temps, on a bénéficié d'un financement de l'État dans le cadre d'un appel à projet. Et ensuite, on est parti à la rencontre d'entreprises, d'associations, d'habitants, d'agriculteurs, d'écoles aussi, et d'élus pour échanger avec eux sur des actions qui auraient été mises en œuvre sur le territoire, soit autour des économies d'énergie, développement des énergies renouvelables, dans les transports également, mais aussi la réduction de déchets ou l'économie circulaire. Donc en fait, on propose aux spectateurs une petite balade d'1 heure dans le bocage bressurais, en espérant que ça permette à chacun de trouver une solution et de multiplier les actions. J'entends souvent parler de transition énergétique. Mais en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça va changer pour moi demain ? En gros, c'est réduire ses consommations d'énergie au niveau du chauffage, de l'électricité ou des transports, mais c'est aussi produire de l'énergie renouvelable. Et puis, il faut aussi éviter le gaspillage et réduire ses déchets. Avec tout ça, tu diminueras tes émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au changement climatique. C'est plus clair ? C'est vaste ton truc, hein. T'aurais pas des exemples concrets ? Bon, justement, plutôt que de me lancer dans une grande explication, je vais te présenter des personnes de notre territoire. Eux, ils la vivent au quotidien, la transition énergétique. Mais où est-ce que tu m'emmènes alors ? On va aller se promener dans le bocage bressurais, à la rencontre d'habitants, de chefs d'entreprise, d'élus, de membres d'associations et d'agriculteurs. Allez, c'est parti, on commence par la famille Fontenot qui fait des économies d'énergie par des petits gestes au quotidien. Positive, c'était déjà de faire un défi en famille, donc tous les 4, pour se dire qu'au quotidien, comment on peut faire par des petits gestes, économiser un peu l'énergie. Il n'y a pas que ça, c'est aussi un peu notre impact aussi sur la planète. Et puis dans le kit que l'on a eu donc lorsqu'on s'est inscrit au défi, il y avait différents petits objets et un livret
des éco-gestes. Et donc c'est vrai que dans les préconisations des familles énergie positive, c'est des pièces de séjour maxi 19 degrés, et si on n'a pas d'enfant, on rajoute plutôt un pull ou un plaid. Et dans les pièces pour dormir, c'est plutôt 17 degrés, il me semble. Oui, on a bien tous été motivés sur ce défi. L'agglomération L'Espace Info Énergie nous a apporté donc une information, un suivi, une animation aussi. Puis on s'est composé donc en équipe. L'animatrice a aussi proposé de mettre en place une page Facebook, donc ce qui nous permettait entre nous aussi d'échanger sur les bons exemples. On s'est passé comme ça des bons conseils et l'idée c'est de pouvoir entre nous échanger. Et de mettre vraiment les enfants dans la boucle. Donc ça a vraiment été aussi notre leitmotiv, que les enfants puissent vraiment participer, être vraiment acteurs de ce défi. C'était pas qu'un défi d'adultes. N'empêche qu'on a quand même, nous, de décembre à mai, fait une économie d'énergie de 25%, il me semble, et une économie de consommation d'eau de 50%, ce qui était quand même pas négligeable. La personne qui devait nous construire notre maison, le logis à Bretagne, je l'ai fait venir, il m'a dit de toute façon c'est une maison neuve, c'est le prix d'une maison neuve. Donc j'ai juste fait appel à un maître d'œuvre qui m'a dessiné des plans et c'est tout. Hein. Non, ça s'est passé entre artisans, rien à dire. 31 panneaux photovoltaïques, donc avec revente et consommation perso, quoi. Oui, alors notre consommation, on paye 124 € par mois. Mais on a tout électrique, donc j'ai pas de facture de gaz, rien du tout. Et on chauffe à 20 degrés en bas et 18 degrés en haut. Au niveau des lumières, tout a été mis en LED, les 2 toilettes avec des détecteurs et le couloir en haut. Donc là, ça se présente comme ça, mais la chaudière de la géothermie. Donc là, j'ai mon étage, mon rez-de-chaussée, le chauffe-eau et la piscine. Et là, ça me dit les températures qu'il y a partout. Et ensuite, je peux voir ma consommation, je peux regarder en 24 heures ce que j'ai consommé, les 24 derniers jours. Donc nous n'avons aucun regret par rapport à cette maison. On a toujours l'impression d'être en vacances. Voilà, exactement. On est super. On ne regrette pas de ne pas avoir fait construire une maison neuve, ouais. C'est clair. Donc une maison passive, c'est une maison qui consomme très peu d'énergie, qui n'a pas besoin de système de chauffage spécifique parce qu'elle est très bien isolée et très étanche à l'air. La démarche, c'était d'avoir une maison d'abord écologique, que ce soit vis-à-vis des matériaux utilisés et de la consommation d'énergie. Après, c'était aussi avoir une maison assez proche des centres-villes pour limiter l'utilisation des véhicules. Et puis également, on souhaitait utiliser au maximum le bioclimatisme, c'est-à-dire l'utilisation du soleil pour le chauffage de la maison. C'est une maison à étage, c'est une maison qui est relativement compacte puisque moins on a de surface qui est exposée à l'extérieur, moins on a de besoin de chauffage. Donc voilà, c'est une maison à ossature bois avec une isolation en fibre de bois parce que c'était les matériaux qui répondaient à l'époque le mieux à notre recherche d'efficience thermique. C'est une maison qui n'a besoin d'apport pour le chauffage que sur une très courte période de l'année, grosso modo de mi-novembre, début novembre jusqu'à mi-février. Même s'il fait moins 7, moins 5, moins 7 la nuit et qu'il fait 0 à 5 degrés la journée, on n'a pas besoin de chauffage. On peut être, s'il fait une semaine du soleil ou 15 jours de soleil, on peut être 15 jours sans avoir besoin de chauffage du tout. L'apport qui est nécessaire, on le fait depuis ces 2 derniers hivers avec un petit poêle à bois. La consommation énergétique globale de la maison, c'est-à-dire aussi bien le chauffage, etc., on est aux alentours des 450-500 € par an pour toute la maison en électricité. Et si on regarde que l'aspect chauffage et production d'eau chaude, on est aux alentours de 150 à 200 € suivant les années. Alors au niveau de la production d'eau chaude, on a fait le choix d'utiliser des panneaux solaires thermiques, c'est-à-dire qui servent à la production d'eau chaude. Mais globalement, de fin février, mi-mars jusqu'au mois de mi-octobre,
L'intégralité de la production d'eau chaude est faite avec les panneaux solaires. Donc on a fait le choix aussi d'installer un système de récupération d'eau de pluie. Donc on a une cuve de 10 000 litres en béton qui est enterrée dans le sol. Et on récupère cette eau pour l'utilisation des WC, de l'arrosage et également de la machine à laver. On arrive à presque 40% d'économie d'eau par rapport à une consommation classique. J'ai compris, on doit donc commencer par économiser l'énergie. Tu crois qu'on en consomme beaucoup sur le territoire ? Oui, pas mal, surtout du pétrole, de l'électricité, mais aussi du bois et du gaz. Au total, si on additionne les usages pour l'habitat, le tertiaire, l'industrie, le transport et l'agriculture, on consomme 2300 gigawatts par heure, soit une facture énergétique de 220 millions d'euros par an. Ah quand même. Mais on peut aussi produire de l'énergie renouvelable. J'ai vu des éoliennes pas loin d'ici. Oui, le territoire produit de la chaleur et de l'électricité grâce aux énergies renouvelables. Le bois est l'énergie principale, puis l'éolien et le photovoltaïque. Pour l'instant, on produit localement à peu près 15% de l'énergie que l'on consomme. Allez, allons rencontrer des entreprises, des collectivités et des agriculteurs qui développent des projets d'énergie renouvelable. Donc la commune de Chiché, dans le cadre du développement durable, après avoir eu une démarche d'économie d'énergie en rénovant tous les bâtiments publics, nous nous sommes lancés donc dans le photovoltaïque. À l'aide du CRER, qui est ici en face de moi, par l'intermédiaire de Mathieu Mansouri, ils nous ont remis donc une étude que vous avez devant vous, qui donne tout le potentiel photovoltaïque de la commune, et qu'on constate qui est extrêmement important puisqu'on atteint jusqu'à 9 MW de possibilités d'installation de photovoltaïque. Oui, comme tu l'as très bien dit, le premier outil qu'on appelle un cadastre solaire est un outil de communication pour sensibiliser un maximum de personnes à l'utilisation de l'énergie photovoltaïque. Deuxième outil de communication et de valorisation, c'est l'exemple, comme tu l'as dit, avec un projet sur l'école qui parle à tout le monde, que les habitants voient tous les jours et voient que la commune s'investit dans le photovoltaïque. Et cette dynamique qui a été créée sur la commune s'est poursuivie par des installations par les particuliers, par un autre projet communal sur la salle de gymnastique. Et ce 25 kW crête qui a été installé sur la salle de sport a encore redynamisé le sujet. Et ça a amené d'autres personnes à nous accompagner, que sont les agriculteurs, avec des installations beaucoup plus importantes que l'on constate sur la commune, toujours par rapport à ce cadastre solaire. Et la troisième étape qu'on a fait il y a peu de temps, il y a 2 ans maintenant, c'était de faire un projet participatif, le premier en Deux-Sèvres. C'était d'amener de la population à pouvoir, même avec une somme relativement faible, à savoir 25 ou 50 euros, je parle sous ton contrôle Mathieu, toute personne pouvait investir dans ce projet photovoltaïque participatif. Et là, on a voulu toucher une troisième population, c'est l'aspect culturel, puisqu'on l'a mis sur le théâtre. Et donc aujourd'hui, c'est réalisé sur le théâtre. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'à fin 2016, sur la commune de Chiché, puisqu'on a les chiffres par Céolis, nous avons 1,5 MW de panneaux photovoltaïques crête installés, ce qui est remarquable, à mon avis assez unique pour une commune rurale. Et nous allons d'ailleurs compléter à l'aide de la commune le projet photovoltaïque du théâtre par le reste du toit avec un investissement là de la commune. Et on en profitera en même temps pour rénover le toit, etc. C'est une démarche globale. Le projet photovoltaïque participatif a vraiment bénéficié de toutes les dynamiques qu'il y a eu sur la commune, parce que grâce à l'outil qu'on a créé Demosol pour faire participer les citoyens, on a eu le projet qui a été financé à 80% par des citoyens, voilà. Par 65 personnes qui ont permis de réaliser ce projet. Et sur ces 65 personnes, il y a 16 personnes qui font partie de la commune de Chiché, donc ça a vraiment été exceptionnel, le retour a été très rapide. Et encore une fois, ça peut permettre à des gens de participer donc de 25 € à 750 €. Et ils ont un retour et ils ont une action concrète devant eux. Je pense que le prochain gros projet pour la commune de Chiché, ça sera peut-être d'avoir de l'autoconsommation. On va avoir un vrai trésor qui va se retrouver pour la population dans les décennies à venir.
donc installé ici à la Ronde sur une exploitation agricole qui s'est diversifiée par la commercialisation d'animaux vivants, de volailles mais aussi de lapins, avec une cinquantaine de salariés. Et nous avons aussi des installations de production d'énergie, mais on a aussi développé plusieurs installations photovoltaïques, dont la dernière est une installation en autoconsommation. Donc ça nous a permis d'avoir aujourd'hui 13 installations et d'avoir 12 000 m² quasiment installés. Donc ça s'est fait depuis une dizaine d'années. Alors ce qui est important dans la mise en place du photovoltaïque, eh bien, c'est de bien se faire assister. Alors d'un point de vue technique, on a commencé par un 36 kg, ce qui était en 2007 bien, une grosse installation. Puisqu'un 36 kg à l'époque, c'était sans doute une des plus grosses installations du Poitou-Charentes, je me souviens. Alors c'est vrai que le prix de vente n'était pas le même qu'aujourd'hui, on était plutôt sur 0,60, 0,65, alors qu'aujourd'hui les contrats proposés sont plutôt autour de 0,10, 0,12. Donc il y a une évolution certaine sur le prix, mais il y a aussi en même temps eu une évolution sur le prix des matériaux. Alors pour l'installation d'autoconsommation, on a répondu à un appel d'offres, on a été lauréat, et ça nous a permis de mettre en place donc, cette installation et qui change le modèle d'utilisation de nos équipements dans l'entreprise, puisqu'aujourd'hui, dès que le soleil est là, on a intérêt à faire fonctionner nos moteurs. Donc dans les usages de tous les jours, eh bien, c'est une nouvelle approche. Il faut absolument s'approprier cette nouvelle manière de fonctionner pour optimiser les kilowatts produits, pouvoir les utiliser bien chez nous, sans qu'ils soient ni gaspillés ni revendus. Alors pour une production optimale des panneaux, il est préférable de les laver une fois par an. Nous faisons appel à une société qui vient avec un robot et automatisé et pour assurer un lavage optimum. Le suivi de la production est quelque chose de très important et il peut être automatisé, on peut l'avoir sur son smartphone ou sa tablette tous les matins, mais c'est impératif à surveiller tous les jours bien le bon fonctionnement des installations, ça me paraît très important. Et on doit être capable de voir tous les matins s'il n'y a pas de dysfonctionnement sur l'installation et de savoir le nombre de kilowatts produits, puisque un jour de soleil de loupé pour un non-fonctionnement a une incidence économique majeure sur l'économie globale du projet. Donc l'intérêt, c'est de produire l'électricité localement, qu'il soit utilisé tout de suite et au plus près de la production. L'association est née il y a à peu près 25 ans autour des problématiques de disparition de notre paysage et particulièrement de la disparition de la haie bocagère qui est le symbole du paysage de bocage. Et donc on a développé l'association en lien avec le monde agricole, en lien avec les élus locaux pour essayer de valoriser, de maintenir ce paysage qui représente au niveau des enjeux de territoire quelque chose d'extrêmement important. Les diagnostics servent à comprendre un petit peu aujourd'hui où en est le patrimoine et à mettre en place des solutions pour essayer de le maintenir, pour pouvoir permettre de réaliser le plus efficacement possible les enjeux liés à la qualité de l'eau, à la biodiversité, au bois énergie, qui aujourd'hui représente une possibilité de sauver nos haies bocagères. Aujourd'hui, on travaille sur le bois énergie dans les haies. Le bois énergie, c'est la possibilité de chauffer, d'utiliser cette énergie d'utiliser le bois des haies, donc à travers les arbres têtards, à travers les arbres sur pied, pour pouvoir chauffer les maisons, chauffer des petites unités. Donc soit on est appelé par une commune, soit par un exploitant agricole pour essayer de comprendre un petit peu quel est le potentiel de production qu'il a sur son exploitation et pour mettre en place les outils pour pouvoir utiliser ce potentiel, donc le prélever, et pouvoir le rendre durable. Le plan de gestion permet, en mesurant les quantités de bois disponibles et en comprenant la vitesse de croissance des arbres, de mettre en place des cycles de production qui permettent de prélever du bois et de maintenir en permanence le potentiel arboré d'une exploitation agricole ou d'une commune. Nous, on essaye aujourd'hui d'emmener les exploitants à créer des nouveaux arbres têtards. C'est une façon de produire du bois tout en préservant les qualités agricoles des surfaces. Vraiment, on est une association qui est en interface avec les différentes composantes du territoire qui peuvent être intéressées par le bois énergie.
Donc si l'association aujourd'hui devait porter un message et améliorer son travail dans les filières bois-énergie, c'est véritablement de communiquer auprès du monde agricole de l'importance de conserver des haies qui soient productives en termes de bois et qui permettent tous les autres rôles liés à la gestion de ce paysage et donc à la durabilité du métier d'agriculteur sur nos territoires qui sont très fragiles de par leur structuration, notamment agronomique. Nous, notre rôle par rapport à la chaufferie bois de Cerizay, c'est d'alimenter la chaufferie en plaquettes. Pour ce faire, on collecte du bois chez des agriculteurs, soit dans des bosquets ou dans des haies. On le transforme en plaquettes, on le sèche et on le livre à la chaufferie. Donc il y a différentes ressources pour le gisement en bois. Il y a une partie en partenariat avec la ville et puis il y a aussi une très grande partie en partenariat avec les agriculteurs. Donc les agriculteurs nous contactent et en fait on vient gérer un espace de haies. On refait un peu le travail de nos aînés, on vient recéper des haies ou remettre en tétard des chênes et des frênes pour valoriser en fait le patrimoine de la haie. Et donc on vient couper cette haie, la mettre en tas et puis ensuite on fait venir un broyeur pour déchiqueter le bois sur place et le ramener jusqu'à notre dépôt. Donc nous pour la gestion des haies on s'est rapproché justement de l'association Bocage Pays Branchés qui eux ont plus un rôle d'animation et puis d'entretien et aussi de plantation de haies. Nous on intervient en fait pour mettre en relation les agriculteurs avec cette association pour replanter des haies, pour qu'il y ait un renouvellement de la ressource en gros tous les 20 ans et non pas tout abattre et que demain il n'y ait plus rien. C'est vraiment une énergie renouvelable donc il faut en prendre soin et apprendre à la tailler. Les avantages environnementaux du bois par rapport au gaz, d'abord c'est une énergie renouvelable, contrairement au gaz qui est une énergie fossile, qu'on peut maîtriser sur des circuits courts locaux. Le bois vient d'un rayon de 30 km maximum, avec même du bois de la commune de Cerizay à hauteur de maintenant 15% des fournitures. La chaufferie de Cerizay dessert un réseau de chaleur d'à peu près 1 km de tuyaux pour chauffer des bâtiments de la commune, voire le collège pour le département, le centre aquatique pour l'agglomération. La commune était avant 2015 en chauffage 100% gaz sur l'ensemble de ses bâtiments. Et depuis la chaufferie, la part de bois a pris 46% du chauffage de la commune. Donc la commune gère son patrimoine forestier avec des coupes sécuritaires, mais aussi des coupes pour récolter, du bois d'œuvre, pour du mobilier urbain, des bancs, de la charpente, du bardage et même du parquet de château. En 2016, la commune a planté à peu près 800 arbres et 1200 voire 1300 en 2017 pour renouveler le patrimoine forestier. Et les plantations se font avec des essences qui sont résistantes au réchauffement climatique. L'adjoint à l'environnement se plaît à dire qu'on revalorise de la cime à la racine. Donc on revalorise complètement le bois, soit en plaquettes, soit en compost, soit bois énergie, bois d'œuvre. Il n'y a rien qui est perdu, tout se transforme. Tous les deux sur une exploitation en production bovin allaitant, vaches charolaises et limousines. On a environ 170 vaches sur une SAU de 200 hectares. Et en parallèle à ça, on a l'atelier méthanisation pour notre production de chaleur et d'électricité qui est revendue au réseau Ceolis. Alors ce projet de méthanisation, il a été lancé par un appel à projet de la région en 2009. Les travaux ont commencé mi-2012
qui ont duré entre 6 à 8 mois pour un démarrage en fin d'année 2013. On incorpore du fumier, des issues de céréales, de la pelouse, du lactosérum et du lisier d'exploitation. Et on a quelques voisins qui nous apportent du fumier et on fait un échange fumier-digesta. J'alimente une fois par jour dans ce bol mélangeur là, qui permet de brasser et mélanger les matières. Ensuite, ce bol mélangeur est équipé d'une vis d'alimentation qui va alimenter la partie du broyeur. Dans cette partie-là, on a le fumier qui est mélangé avec le digesta qui arrive d'ici à l'aide d'une pompe. On mélange les deux matières. On a une grille avec des couteaux qui va permettre de broyer les deux matières ensemble et les mélanger. Ensuite, c'est cette pompe-là, un coup broyée, c'est cette pompe-là qui va permettre d'injecter la matière préparée dans le digesteur. Le digesteur, lui, il est isolé, il est chauffé à l'aide de la chaleur du moteur à une température minimum de 37 degrés. Ensuite, il est équipé d'un agitateur qui va permettre de brasser la matière dedans et de produire aussi du gaz pour que le produit soit le plus homogène possible. C'est ce qui permet d'avoir une bonne production de gaz derrière. Alors ça, c'est important à surveiller, quoi, la qualité du gaz et ne pas changer les rations du jour au lendemain comme ça, c'est très important. En théorie, il faut 70 jours pour dégrader la matière. Bon, tout n'est pas totalement dégradé, il reste toujours 10 à 15% qu'on pourrait revaloriser encore si on avait une autre cuve avec une membrane dessus, quoi. Le gaz là, qui est stocké dans la membrane, il y a un tuyau là-bas qui va l'alimenter, qui passe sous terre, qui va jusqu'au local technique. Nous ensuite, la partie électricité est revendue au réseau avec Seolis, c'est un contrat qu'on a sur 15 ans. Ensuite, la partie chaleur, nous, elle est consommée pour une partie chauffer le digesteur, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, on chauffe 5 maisons d'habitation. Ce moteur va faire tourner une génératrice. Cette génératrice d'électricité est injectée au réseau. Et ensuite, on récupère toute la chaleur, partie échappement, bloc moteur, à l'aide d'une pompe qui fait circuler de l'eau sur cette partie-là pour récupérer la chaleur, qui va permettre de réchauffer l'eau du réseau de chaleur. Un digesteur, c'est comme une panse de vache en fait. Là aujourd'hui, avec ce nouveau système d'incorporation, on a vraiment, je pense, un système qui doit marcher dans d'autres installations. Gastim Énergie, c'est 3 exploitations porteuses du projet depuis avril 2012. Donc 3 exploitations qui représentent 7 associés. On est parti sur ce projet suite à une aventure positive en photovoltaïque en 2009-2010. On a monté entre 2000 et 5000 m² de photovoltaïque sur nos bâtiments agricoles. Et en 2011, on s'est dit, tiens, pourquoi pas se lancer dans la méthanisation, enfin voir ce qui pouvait exister. Et on savait qu'on avait un tuyau de gaz qui traversait les parcelles du GAEC. Et on se disait, pourquoi pas l'exploiter. Donc on est avant tout, tous les 7 agriculteurs, et on tenait à traiter notre biomasse issue de nos exploitations. Et on s'est entouré de 24 autres exploitations qui sont elles apporteuses de matière, donc apporteuses d'effluents de leurs élevages. Et Gastim s'occupe de tous les transports, c'est-à-dire qu'on va chercher les fumiers chez les agriculteurs partenaires qui ont signé un contrat avec nous, et on leur retourne le digesta sur leur parcelle. Donc on traite que des effluents d'élevage, fumier de bovins, fumier de caprins, un petit peu de fumier de volaille, et aussi de la paille, de la menu paille et des intercultures. Et un grappin prend de part et d'autre le broyat et les intercultures pour les acheminer dans une trémie mélangeuse qui est directement reliée par un tapis roulant au digesteur, 3 digesteurs horizontaux, et la matière est poussée par un piston. À l'intérieur des digesteurs, il y a un grand bras, parce que le digesteur en lui-même fait 35 mètres de long et 7 mètres de large, un grand bras avec des pales qui permet de brasser la matière. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les digesteurs sont chauffés à 52 degrés en permanence. Au bout des digesteurs, de nouvelles pompes prennent le relais pour tirer la matière de l'intérieur des digesteurs pour l'envoyer dans le stockage digesta.
Dans le stockage digesta, il y a un autre grappin qui prend le relais, qui va alimenter une trémie. Et cette trémie-là est continue par un convoyeur pour charger les remorques et les camions pour l'acheminement du digesta dans les parcelles des agriculteurs. Donc du côté du biogaz, qui est produit à l'intérieur des digesteurs, le biogaz est contenu dans un ciel gazeux, dans la partie haute des digesteurs, et un tuyau achemine le biogaz à l'épuration. Et ensuite, il va être compressé à 8 bars pour pouvoir être épuré du CO2, du gaz carbonique. Et seulement ensuite, il va être compressé à 70 bars pour pouvoir être injecté sur le réseau de gaz naturel, GRT Gaz. Donc le poste d'injection odorise le biométhane et évidemment le poste d'injection compte les quantités de biométhane injectées dans le réseau. J'ai entendu que le transport consomme beaucoup de pétrole et émet des gaz à effet de serre. Tu sais si on peut faire rouler des véhicules avec du biogaz issu de la méthanisation? Oui, c'est possible et ça existe déjà. Actuellement, le transport représente 25% des consommations d'énergie du territoire et 15% des gaz à effet de serre avec une répartition de 2 tiers pour le transport de personnes et 1 tiers pour le transport de marchandises. Dans le bocage, c'est difficile de faire sans la voiture, mais on peut quand même agir pour réduire ses déplacements, avec le vélo ou le covoiturage par exemple. Les entreprises aussi peuvent réduire leur consommation de carburant en agissant sur leur flotte de véhicules. Allons voir 2 entreprises qui mènent des actions dans ce sens, les transports Mingré et l'entreprise Glasvert. L'entreprise est située à Bressuire dans le 79, c'est le siège social. Nous avons une agence à Niort, au sud du département. Nous avons aussi une agence à Soissons dans le 02 et une agence qui est plus axée sur le déménagement à Saumur dans le 49. Figeac Mingré est constitué d'une activité transport essentiellement qui représente 135 moteurs, 270 cartes grises sur nos différents sites. Nous avons aussi une partie logistique qui représente à peu près 25 000 m². C'est la partie Mingré logistique, préparation de commandes, cross-docking, rapprovisionnement, stockage. Depuis 2013, nous sommes signataires de la charte CO2 avec l'ADEME. Objectif CO2, les transporteurs s'engagent afin de diminuer les émissions de CO2, diminuer notre consommation de gasoil via une formation des conducteurs, une sensibilisation sur l'économie de carburant. Aussi avec l'investissement de véhicules récents, type Euro 6, plus puissants, plus performants, moins consommateurs de carburant. Dans la continuité de l'équipement des véhicules avec l'informatique nous permet aussi de suivre la consommation des véhicules et la consommation du conducteur. Nos véhicules sont plus puissants, plus performants, sont équipés de ralentisseurs, de déflecteurs aérodynamiques pour diminuer la consommation par rapport à la pénétration dans l'air. La charte CO2 nous a permis de mettre en avant toutes les actions que nous avions mises en place et de les quantifier, de les mesurer. Nos clients sont très sensibilisés à la démarche écologique et pour répondre et les accompagner dans ce domaine-là, nous allons passer à la labellisation de la charte CO2. Donc la société Glasvert, une entreprise de fabrication de vitrage isolant d'environ à peu près 200 à 210 collaborateurs. Donc on est une entreprise dans le bocage, donc dans un milieu rural, et nous avons engagé entre 2011 et 2013 une démarche de plan déplacement entreprise. Cette démarche a pu être réalisée avec l'aide et le soutien de l'ADEME. Nous avons commencé par une enquête pour identifier déjà les pratiques existantes. On était en 2011 environ à peu près 10% des collaborateurs de Glasvert à être dans une démarche d'écomobilité, mais post-démarche écomobilité. Donc la démarche s'est structurée progressivement par un groupe de travail, un comité de pilotage dédié à l'écomobilité qui se réunissait à une fréquence
données, ce qui a permis donc de définir l'ensemble du programme et de le concrétiser de manière très opérationnelle. Le programme d'écomobilité de l'entreprise Glasvert s'articule autour de 5 thèmes. Autour de la marche à pied, le vélo, le covoiturage, les déplacements professionnels et la communication qu'on a développée dans le cadre de cette démarche-là. Nous avons commencé par définir et créer des couloirs piétons, des couloirs sécurisés dédiés pour ces personnes-là notamment. Et plus largement, au niveau de la commune de Saint-Pierre, nous avons fait réaliser par la commune des aménagements pour sécuriser les alentours par des voies piétonnes, par des passages piétons. Dans le cadre du vélo, nous avons adapté les équipements tels que des abris, des parkings. Nous avons également défini avec ces personnes-là un kit cycliste comprenant un casque, des réflecteurs, des éclairages pour faciliter toujours et surtout sécuriser leur pratique. Dans le cadre du covoiturage, nous avons recensé les informations administratives, assurance, les modalités sur l'imposition, point important. On a également mis en place un outil de mise en relation entre les conducteurs et les passagers et nous avons surtout réservé des places de stationnement dédiées aux covoitureurs. Où l'entreprise s'est engagée également à organiser les covoitureurs par rapport à leur rythme de travail, tout simplement en mettant des covoitureurs dans les mêmes équipes. Dans le cadre des déplacements professionnels, nous avons encouragé les visioconférences et nous avons surtout formé à l'éco-conduite une grande partie de nos collaborateurs administratifs. Après plusieurs années d'expérience, notre plan de déplacement d'entreprise en quelques chiffres est le suivant. C'est aujourd'hui environ 30% de nos salariés et collaborateurs impliqués dans la démarche écomobilité. C'est un gain annuel d'environ 20 tonnes de CO2 évitées pour l'ensemble des salariés engagés dans la démarche. C'est intéressant tout ça. Je trouve que les déchets, c'est un peu comme l'énergie. Il faut d'abord en produire moins et après les recycler au maximum. Oui, c'est vrai, et si tu produis moins de déchets, tu émets moins de gaz à effet de serre. Dans le bocage, on produit en moyenne 400 kg de déchets par an et par habitant, dont 58% sont recyclés. Pour les ordures ménagères, la moyenne est de 150 kg, mais certains foyers arrivent à descendre en dessous des 10 kg. Allons voir une famille zéro déchet et des établissements scolaires qui luttent contre le gaspillage alimentaire. On a démarré l'action zéro déchet, au départ c'était avec l'AGLO quand ils ont démarré cette action-là, mais on avait démarré auparavant, surtout avec les enfants, quand ils étaient tout petits, on a appris déjà à notre niveau à trier ce qui était recyclable, ordures ménagères et puis compost. Et puis au fur et à mesure on a pris goût et puis on a continué. Par étapes, on a commencé par la cuisine, on enlève tous les produits industriels, tout est fabrication maison. Les achats en vrac, achats en direct des producteurs locaux, un maximum. Réduction aussi des produits ménagers industriels, fabrication de produits ménagers maison, fabrication des éponges. On élimine le sopalin, on élimine les mouchoirs en papier, tout ce qui est jetable, on remplace par du réutilisable. Au niveau salle de bain, c'est pareil, des produits de meilleure qualité, du shampoing en vrac, du pain de savon solide, des cotons réutilisables. Je fais le plein de produits secs en magasin bio, avec mes bocaux en verre, avec mes sacs en tissu. On a la chance à Combran d'avoir un marché local avec 20-25 producteurs locaux et bio. Donc j'y vais, je vois les producteurs en direct, j'emmène mes boîtes, j'emmène mes sacs en tissu fait maison. Et on a tout sur place en fin de compte, donc on va quasiment plus au supermarché. On a mis 1 an à vraiment changer nos habitudes de consommation, et puis une année supplémentaire pour pousser un petit peu plus. Et plus ça va, plus on gratte.
Le mouvement zéro déchet pour nous n'est pas un problème parce que on accepte de donner, enfin de servir les clients qui viennent avec leur contenant pour mettre les différents produits dedans. Les gens font attention à leurs emballages, comme notamment pour les fromages, c'est vrai qu'on met de moins en moins de papier, quoi. Les gens en prennent directement et disent non, ce papier de toute façon on va l'enlever, donc ça sert à rien. Enfin, il y a 3 ans, on n'avait pas de jardin. Donc on a commencé par des bacs de jardin, 1, 2, les enfants ont participé. Et puis au fur et à mesure, c'est 3, c'est 4. Et aujourd'hui, on produit des légumes. Alors là aussi, on ne veut pas non plus, moi je ne suis pas jardinier pour ça, mais on essaie de faire des légumes. On a des poules, on a les œufs frais sur place. Elles mangent tous nos restes de cuisine, extra. En complément du compost, c'est super. Pourquoi on a aussi fait cette démarche-là depuis 2 ans? Parce qu'on entend auprès de l'agglo de B en disant voilà, on va avoir un paiement au passage avec les nouveaux systèmes de collecte des ordures ménagères. Donc on s'est dit, bah voilà, si nous déjà on peut faire des économies en produisant moins de déchets et donc derrière en ayant une facture plus légère au niveau des ordures ménagères, au niveau de l'agglo, je me dis, on a au moins gagné ça. Zéro déchet égale économie. Alors non seulement économie financière, mais en plus notre qualité de vie s'est améliorée, on a amélioré l'alimentation, on a amélioré, nous on trouve l'éducation de nos enfants. Même au niveau santé, on s'y retrouve. Ma fille qui avait des graves problèmes de peau étant petite, depuis que je suis passée aux produits naturels, elle n'a plus rien. On n'a pas été chez le médecin de l'hiver, parce que les enfants n'ont pas été malades de l'hiver. Des choses concrètes, ça en plus. Donc du coup, voilà, non seulement il y a les économies directes, mais il y a toutes les petites économies qui viennent après. Et puis la qualité de vie qui n'est plus du tout la même. Donc lancez-vous, c'est génial le zéro déchet. Donc l'association La Petite Cabane existe depuis maintenant 6 ans et donc son but est de développer l'économie solidaire et également de lutter contre le gaspillage, notamment à travers l'utilisation des vêtements. Donc on a ouvert la boutique il y a 5 ans à peu près, donc avec la partie principale qui est le dépôt-vente de vêtements pour enfants de 0 à 14 ans. On a développé en début d'année la partie femmes parce qu'on avait une demande, donc on a répondu à la demande. Et puis la troisième partie de la boutique, c'est la partie créateur où on présente des artistes locaux pour consommer local. Donc l'idée est venue en fait de petites réunions, de petites réflexions qu'on avait entre nous, puisqu'on se disait qu'il fallait toujours attendre les bourses aux vêtements pour pouvoir acheter du vêtement d'occasion pour nos enfants, qui abîment très vite, qui salissent très vite, et qu'on n'avait pas envie d'acheter non plus des enseignes chinoises, donc on voulait vraiment pouvoir recycler les vêtements. Donc pour déposer les vêtements à la Petite Cabane, il faut prendre rendez-vous. Ensuite, il faut venir à ce rendez-vous avec une vingtaine d'articles maximum, triés, repassés, propres, pas abîmé, de saison, et voilà, le dépôt après part en rayon pour un temps donné. Donc depuis le départ, on a à peu près 1200 personnes qui viennent déposer sur une année, aussi bien des vêtements femmes que des vêtements d'enfants, que de la puériculture ou des jouets aussi. Et pour parler chiffres un petit peu, donc il y a à peu près 10 000 vêtements d'enfants qui sont recyclés chaque année via la boutique et qui retrouvent donc une seconde vie. Donc vous pouvez également effectivement faire des cadeaux en favorisant le local et l'artisanat. Donc avec une partie de la boutique qui est consacrée donc, à des bijoux, des jouets, parfois même des tisanes. On a vraiment une panoplie importante de petites créations locales. Alors les actions donc, qui sont faites en dehors du magasin, donc on fait des ateliers couture animés notamment par Nathalie. Donc avisé zéro déchet, où on apprend des trucs et astuces. C'est voilà. Pas des cours. Hein. Non, c'est plus voilà, maîtriser un petit peu sa machine, mais des choses très simples, même sans machine à coudre, faire un sac à vrac, faire une charlotte de saladier pour conserver ses aliments. Voilà, ça peut aller sur plein de choses, mais toujours avec de la récupération. On essaie de favoriser le vieux drap, la vieille tête d'oreiller ou le vieux t-shirt qui se transforme en sac pour aller acheter ses produits par exemple.
C'est forcément des échanges et de l'entraide qui nous poussent également à aller plus loin dans notre démarche, puisqu'on était sensible au zéro déchet, au réemploi de nos vêtements. Mais c'est vrai que de monter ce concept et de voir l'accueil qu'il y a tous les jours, voilà, ça nous donne vraiment envie, nous, d'aller plus loin. Et à chaque fois, on se dépasse un petit peu aussi dans notre démarche. Donc le gaspillage alimentaire, pour nous à l'association, il y a plusieurs points qui sont très importants là-dessus. Déjà, c'est la nourriture de nos enfants, donc la santé de nos enfants. Et c'est aussi de pouvoir remettre en place toute une économie locale à partir de cette alimentation. Donc développer les circuits courts, mais tout en regardant à une alimentation saine pour nos enfants. Donc l'évaluation du gaspillage alimentaire pour une collectivité, dans une cantine, etc. Mais ça peut être reproduit aussi dans des restaurants, des choses comme ça. Donc on va peser l'alimentation préparée, donc ce qui est prêt à servir aux convives. Le convive va se restaurer comme il a l'habitude de le faire et ensuite on revient peser par derrière tout ce qui a été gaspillé. Là, pour moi, la cuisine idéale pour éviter le gaspillage alimentaire, c'est une cuisine la plus proche possible du convive et une cuisine qui exprime aussi ce que va manger l'élève, qu'on lui explique. Voilà, je t'ai fait un bourguignon, ben c'est quoi un bourguignon? Le bœuf il vient d'où? Comment j'ai fait ma sauce, etc. Que le convive, qu'on lui explique vraiment ce qu'il est en train de manger. Et tout ça avec des produits locaux, et ça c'est vraiment possible. Je travaille à l'école de Breuil-Bernard depuis 2015. Le but, ils ont choisi de faire du produit frais et faire goûter aux enfants des nouveaux produits et faire moins de déchets. Donc on est là pour faire goûter aux enfants, pas les forcer à manger, surtout pas. Ils mangent de tout. On essaie de varier. On demande aussi leur avis aux enfants. Qu'est-ce qu'ils aiment bien manger, qu'est-ce qu'ils voudraient remanger, voilà. Et on se bat pour tout ce qui est déchets. Après, on a des poules, on a, voilà, pour les feuilles de salade, des choses comme ça. Mais on essaye de ne pas faire de déchets, oui. Le but, c'est ça. Et là, je reçois mes produits frais, légumes, tous les mardis. Et donc, je prépare tout. Je fais de A à Z. Après, tout ce qui est produits plats, c'est un boucher de Montcoutan. Les légumes, ben pareil, on essaie de ne pas faire de boîte. Donc, quand on aime ce métier-là, on fait aimer aux enfants. Je veux dire, moi j'adore faire la cuisine. Là aujourd'hui, c'est vrai que je leur demande souvent est-ce que c'est bon, et jusqu'à maintenant, ils adorent. Donc non, ils sont super contents de ça, les enfants. Et non, ils me le rendent bien parce qu'on a très peu de reste. En 2006, je suis passé à la plonge et j'ai vu les poubelles pleines de déchets alimentaires. Là, ça a fait tilt. J'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, je suis allé voir le proviseur à l'époque et les CPE et on en a discuté. C'était pas tellement à la mode en 2006, personne n'en parlait. Donc, ça a été assez difficile, mais les professeurs sont venus m'aider. On a monté le groupe d'aider dans le lycée. Et partant de là, avec les professeurs, ils ont fait des actions en classe. Et moi, je faisais les actions au self. On a mis en place de nouvelles choses dans le self. Ça a toujours été réinvesti, on va dire, les économies réalisées dans la nourriture. Donc au début, on a commencé par le fromage à la coupe en libre service. C'était quand même un coût de 7 000 € de plus par an. Après, on a amélioré le petit déjeuner des internes. Le lycée offre des pommes en permanence au foyer
la journée. Ça avait aussi un autre but, c'était pour éviter qu'ils aillent dans les magasins en face acheter des gâteaux salés ou autres. Et puis après, donc, on a mis le salad bar en place. Et puis on a surtout augmenté pas mal les achats de proximité, le bio, la viande de qualité supérieure, etc. Donc ce qui est primordial aussi, c'est de changer la façon de servir. Donc en 2006, le cuisinier qui servait avec des gros ustensiles et des grosses assiettes. Il en mettait beaucoup dans l'assiette. Tandis que maintenant, c'est l'élève qui demande au cuisinier ce qu'il veut et combien il en veut. Donc les assiettes sont beaucoup moins chargées au départ. Donc ça fait moins de gaspillage à l'arrivée. C'est l'élève qui fait son assiette. Pour vous donner une idée, hein, c'est simple, il suffit de prendre les chiffres. En 2006, il partait à la poubelle l'équivalent de 93 000 € par an, ce qui représentait 171 grammes de biodéchets consommables par plateau. En 2017, on est tombé à un peu moins de 24 000 €, et ce qui représente 38 grammes par plateau. C'est une politique qui s'est mise en place petit à petit et maintenant c'est bien ancré parce que les cycles d'élèves c'est sur 3 ans. Donc c'est jamais gagné, on ne sait jamais si on va avoir des leaders pour expliquer aux autres et finalement ça se fait tout seul. Stop au gaspillage! Ce serait bien si on pouvait réduire ses déchets et en même temps réduire ses consommations d'énergie et ses émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est possible, on appelle ça l'économie circulaire. En gros, les déchets des uns deviennent la matière première des autres. On peut aussi réparer et réutiliser le matériel pour prolonger sa durée de vie. Allez viens, nous avons plein d'entreprises au top dans ce domaine. Notre vocation est réellement d'employer et de réemployer, et pour cela nous sommes un acteur qui collecte et réemploie des téléphones usagés et du matériel informatique. Nous collectons chaque mois plus de 18 000 téléphones et plus de 2000 ordinateurs. Nous avons ces équipements qui proviennent de différents points de collecte en entreprise, administration, opérateurs partenaires, et tous les citoyens peuvent trouver sur l'ensemble du territoire des points de collecte. Et en fait, ces équipements sont ensuite scannés afin d'assurer leur traçabilité et ils sont triés. Ceux non réemployables sont démantelés et envoyés en filière de recyclage française et ceux réemployables sont testés. Leurs données sont supprimées avec des logiciels certifiés en France. Du coup, nous garantissons un effacement automatisé et sécurisé. On effectue les réparations nécessaires et notamment on peut venir réparer finement et minutieusement les téléphones mobiles. Les téléphones et les ordinateurs sont revendus dans nos différents points de vente. Nous avons 4 boutiques physiques et une boutique en ligne. Et vous retrouvez dans ces points de vente des produits garantis à minimum 6 mois et en général 30% moins cher que des produits neufs. 25 000 téléphones, c'est un emploi sur une année. Et depuis 2006, nous avons pu créer ainsi plus de 100 postes de travail. Un téléphone mobile ou un ordinateur peut toujours avoir une seconde vie, que ce soit à travers le réemploi, où là il peut retrouver un nouvel usager, ou alors par le recyclage, de façon à avoir cette fois-ci des matériaux nouveaux pour l'industrie. Donc on peut, par des procédés chimiques et thermiques, utiliser la matière pour de nouveaux objets. Toujours une solution. Clésium est une association qui est née de l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur. Aujourd'hui, ça représente 67 salariés. Donc l'objectif, c'est de redonner un emploi à ceux qui en sont privés. Et donc on va les intégrer sur plusieurs ateliers. Donc on a un atelier bois, on a un atelier, on appelé l'atelier tri en fait, où on va séparer le PVC, etc. On a un atelier, dans le même atelier, on va reconditionner des vêtements. On a ici une laverie aussi, et également un atelier couture. Et donc on reçoit ces bennes, des grandes bennes 30 mètres cubes. Et donc c'est des produits qui sont en mélange tissu, papier et plastique.
Et c'est une entreprise qui fabrique des chemises de luxe. On va nous se mettre à une douzaine de personnes à séparer tous ces éléments. Donc on va séparer le papier qui va être valorisé, le plastique également qui sera valorisé et le tissu. Donc le tissu qui est comme celui-ci en fait. Bon, donc là on voit bien que c'est des chutes, même des essais en fait de production. Là ça ressemble au col d'une chemise. Et donc dans ces échantillons de tissu, nous on va prélever les plus beaux morceaux qui vont nous permettre ensuite de faire des objets pour notre atelier couture. On récolte le tissu et donc du coup on en fait plein d'objets qui sont nous rangés dans les casiers. Donc le but c'est de recycler le tissu au maximum. Donc plutôt que d'en faire un déchet, on prend les petites chutes de tissu neuves mais qui étaient destinées à la benne pour en faire des objets. Donc on fait des petits tabliers, on fait des petits objets en tissu type voilà, rangement pour les véhicules, de pochettes ou pour la santé comme on veut. Donc tout ça c'est avec du tissu qu'on a récupéré dans les déchets. Hein. Donc on travaille forcément le bois avec des matières de récupération comme ces palettes qui sont un déchet de classe B. Et donc aujourd'hui au lieu qu'ils partent en déchets, on le détourne. Et nous on va principalement récupérer on ne voit pas très bien ici, on va principalement récupérer le plateau. Sur ce produit-là, nous on va récupérer ce plateau et on va enlever toute la partie etc. Et avec ça on va faire des caisses pour différents clients, du mobilier, des étagères, des rangements. On va aussi avoir on a un deuxième produit qui est aussi des palettes fabriquées avec du bois exotique. Ouais, voilà, du plaquage, ils transportent du plaquage. Ils transportent du plaquage qui est positionné donc sur ces palettes qui ensuite sont condamnées, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. Et donc nous on a tout intérêt à les reprendre, les détourner à nouveau pour les démonter et ensuite enlever tout ce qui est pièces métalliques, pointes et autres qui sont greffées dessus, afin de leur donner une seconde vie, que ce soit avec du mobilier de table, de jardin, de bancs, de composteurs, de carrés de jardin, jeux en bois tels que quilles, molles-quilles et diverses. Nous sommes un groupe familial basé à Bressuire, 650 salariés. Nous fabriquons des menuiseries en bois, PVC, aluminium et nous fabriquons également de la maison à ossature bois. Donc, le tri sélectif dans les ateliers se fait par matériaux, il se fait par les opérateurs. Quand les opérateurs produisent un déchet sur une machine ou sur un poste de travail, ils ont les bennes adéquates en fonction des déchets, le bois, le PVC, l'aluminium, pour pouvoir faire le recyclage plus facilement. Aujourd'hui, les chutes de PVC à la sortie des centres d'usinage vont être collectées par un prestataire local qui s'appelle Polyrex aujourd'hui. Ce recycleur va nettoyer les profils, les rebroyer, les retravailler pour ensuite les envoyer à un extrudeur. Donc notre extrudeur qui va refabriquer à partir de ces déchets des profils d'habillage ainsi que des cales qui servent aussi au transport des menuiseries. Donc on est dans l'économie circulaire de proximité et dans la réutilisation de nos propres déchets. D'ailleurs, il y a un service qu'on propose à nos clients, c'est le pack récup. Donc toutes ces petites pièces qui servent au transport des menuiseries, notamment les cales PVC qui sont sous la menuiserie, on propose à nos clients de les récupérer dans des sacs en toile de jute que l'on fournit. Et ces sacs vont revenir ici à l'usine de La Fay pour être retriés et reposés à nouveau sur des menuiseries. Donc là, la boucle est bouclée avec ce type de matériaux. Body Menuiserie est une entreprise qui date de 1895. Elle est restée dans la même famille jusqu'en 2015. Et en 2015, j'ai repris cette entreprise. Donc c'est une entreprise qui travaille beaucoup sur la menuiserie extérieure, un petit peu sur l'intérieur.
escalier, aménagement intérieur. Aujourd'hui on travaille beaucoup pour tout ce qui est Habitat Nord de Sèvres, Vendée Habitat, donc des gros chantiers sur de démantèlement de menuiserie. Donc on achète des menuiseries chez Millet, menuiserie PVC, et on va remplacer des menuiseries aujourd'hui qui ont une trentaine d'années, beaucoup de menuiserie bois, un petit peu de PVC, mais beaucoup de menuiserie bois, pour donc les remplacer par des menuiseries beaucoup plus performantes. Donc, lors du démantèlement, on génère un déchet. Donc ça fait quelques mois, ça partait en enfouissement, et là on est rentré dans une démarche développement durable pour pouvoir donc recycler, donner une deuxième vie à ces menuiseries. Donc tout ce qui est bois, on est en partenariat avec les SIAM et Emmaüs, et tout ce qui est PVC, donc avec les SIAM, donc qui récupèrent notre menuiserie PVC, sépare la partie PVC, acier et puis vitrage, et donc le PVC part chez Polyrex. On amène l'entreprise donc sur la voie du développement durable. On essaie de valoriser la totalité de nos déchets. Donc ici on recycle des menuiseries fin de vie. Le projet est parti d'abord de l'entreprise Polyrex avec qui on travaillait. On faisait du démantèlement de parties métalliques, c'est-à-dire qu'ils recevaient des profils avec des parties métalliques à l'intérieur et ils ne pouvaient pas les recycler. Donc en fait, ils avaient des demandes pour pouvoir recycler le PVC de ce produit-là, mais il fallait absolument, évidemment, comme vous le voyez, démonter la partie verre et les différentes parties métalliques. Le but, c'est d'avoir à la fin que du PVC. Parce qu'aujourd'hui, ça tel quel, ça ne peut pas être recyclable. Donc aujourd'hui, jusqu'à présent, c'était enfoui. Parce qu'il y a du caoutchouc, il y a du métal, du PVC, parfois du bois, du silicone, tantôt du verre. Et le but, c'est de revaloriser toutes ces matières-là. Chacune de leur côté, elles sont valorisables. Tout ensemble, non. Voilà, puis voilà, tout ce qu'on ramène un peu toutes les semaines. Donc tout ce qu'il y a à faire. Enfin, quand on peut voir un peu là-bas, il y a un peu de ferraille, un peu d'alu. Il faut tout démanteler, il faut tout séparer. Après, ça part comme mon collègue l'a dit, chez Polyrex ou autre. L'activité de Polyrex est essentiellement du recyclage de PVC rigide issu de chutes de production menuiserie. Donc à ce titre, on récupère des chutes de PVC issues des menuiseries industrielles. Et par notre processus, on va trier, broyer et extruder granulés pour sortir des petites billes de granulés PVC qui vont être vendus chez nos clients pour refaire des profilés qui vont servir à faire des habillages de fenêtres. Aujourd'hui, Polyrex cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement en matière, à savoir notamment récupérer les chutes de menuiserie fin de vie. Donc on travaille en partenariat avec l'ESIAM de Moléon qui fait la partie démantèlement. Donc l'idée étant de récupérer les menuiseries fin de vie qu'on envoie chez l'ESIAM. L'ESIAM le démantèle et nous derrière on réintègre, on recycle ces menuiseries fin de vie par notre processus, triage, broyage et extrusion granulation pour refaire des petites billes et repartir dans le cycle. Cette petite balade dans le bocage, ça m'a ouvert l'appétit. Après tout ce que je viens de voir, j'aimerais bien manger en limitant mon impact sur l'environnement. Toi qui as réponse à tout, tu n'as pas une idée? J'en ai même plusieurs, notre campagne regorge de bonnes choses. Allons manger local. Associés sur 200 hectares et donc on élève des vaches, des poulets, des lapins, des canards et nous valorisons tous ces produits en vente directe à nos clients. Au niveau du GEC, c'est de chercher la valorisation des produits, de chercher de la valeur ajoutée et surtout de la qualité. On en avait un petit peu marre de voir nos marges disparaître dans la nature et aussi pour se rapprocher vraiment du local,
pour éviter que la valeur ajoutée parte dans des grandes multinationales ou dans des grandes centrales. Donc ça nous permet de concilier tout ça. C'est une démarche qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais à côté qui est très valorisante, notamment en termes de rapport humain qu'on a aujourd'hui en direct avec nos consommateurs. Et ça c'est vrai que c'est très important. Grâce à l'agglo, ils mettent des clôtures permanentes pour éviter que nos vaches aillent dans la rivière, et c'est pour essayer de conserver les abords de rivière afin d'avoir une biodiversité. On a même mis en place une petite mare. On a recreusé un trou, mis une mare pour avoir des animaux tels des tritons, des grenouilles, des choses comme ça. Toute la démarche de l'exploitation en fait est engagée sur le durable. Donc on l'a vu là avec la biodiversité qu'on essaie de valoriser au maximum, l'entretien des haies. On a 25 km de haies sur l'exploitation, donc c'est assez conséquent et ça nous permet d'avoir pas mal d'auxiliaires de vie pour nos cultures et pour la protection. On produit tout ce qui est tomates, les salades, les choux. Et puis après, on fait le champignon, le pleurote et le shiitake. Toutes les semaines, on ramasse les champignons pendant 2 mois et demi pour le pleurote et environ 4 mois pour le shiitake. On les envoie dans nos magasins de producteurs. On travaille avec plusieurs magasins de producteurs qui sont sur Niort et Saint-Mexan. C'est le Plaisir Fermier. Et on travaille aussi avec des restaurateurs et puis après sur les marchés. Donc marché chez Légumes Co à Grand-Grand et puis marché de Ressuire le samedi matin. Et on fait une vente le vendredi après-midi à la Champignonnière. On est passé en bio parce qu'en fait ça faisait des années, plusieurs années, qu'on travaillait déjà comme du bio en fait. Aujourd'hui, on ne fait plus aucun traitement parce qu'on a une faune qui s'est installée. Sur le site, on a laissé pousser nos haies et c'était aussi dans notre volonté d'avoir cette faune qui s'installe. Il faut quand même plusieurs années. Le bon sens, c'est aussi écouter sa terre, travailler avec sa terre. C'est écouter la nature et la regarder, et on se rend compte qu'en écoutant la nature, en la regardant, on travaille mieux, on travaille bien, et puis on a des bons résultats. On avait envisagé de créer cette structure en 2008, suite à un ras-le-bol au niveau de notre métier dans le milieu automobile, avec une volonté de retrouver le contact humain qui était essentiel pour nous et en même temps le côté environnemental pour nous. Notre marché sur l'exploitation, on s'est quand même posé la question avec Jean-Marie de savoir si tout seul on allait réellement être attractif. Étant adhérent du CIVAM, on a été aussi en relation avec d'autres producteurs locaux qui sont aussi sur des produits labellisés en bio pour la plupart, et donc on a demandé si ça les intéressait de venir sur notre marché le jeudi soir. Et aujourd'hui, on pense que c'était gagnant, étant donné qu'on arrive à avoir entre 80 et 100 personnes en 2 heures sur l'exploitation le jeudi soir. Ouais, ici c'est un gage de qualité, les produits sont frais, très très frais, et ouais, c'est le circuit court, c'est très agréable, on apprend à connaître plein de monde et c'est de la communication. Nous qui sommes restaurateurs, c'est beaucoup plus facile. On est l'intermédiaire entre le client et le producteur. Et on travaille qu'avec des produits de base, comme là les pleurotes, les shiitake. Je fais évoluer ma carte plusieurs fois dans l'année, toujours avec des produits de saison et locaux. On a un menu du jour qui change tous les jours, au gré des arrivages, au gré du temps et de la pousse des légumes. Ah bah voilà, comme quoi réduire son impact sur l'environnement, ce n'est pas s'éclairer à la bougie ou vivre en ermite dans la forêt. Ce serait bien si tout le monde s'y mettait, il faudrait peut-être en parler autour de nous, non? Et même, tiens, encore mieux, sensibiliser les enfants dans les écoles, c'est pas une super idée ça? Si, mais on ne t'a pas attendu pour commencer. Allez, c'est parti, j'ai 2-3 exemples à te montrer et après je te laisse te débrouiller toute seule.
L'intérêt du salon Ecobio, c'est d'abord de faire savoir ce que la ville de Nueil-les-Aubis a pu faire comme geste en faveur de l'environnement. Ça, c'est un premier niveau qui est un niveau important, c'est de communiquer vers la population. Dans un second temps, eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer d'avoir un temps peut-être particulier pour partir sur des bonnes résolutions en faveur de l'environnement, et donc d'imaginer des gestes qui pourraient être écologiquement favorables pour faire en sorte que notre nature soit préservée, mais aussi que notre cadre de vie soit entretenu. On a un salon qui permet de donner des réponses. Chacun dans notre coin, on a une marge de progrès vers laquelle on peut espérer converger. Homologie à pied, en fait, le but du jeu, c'est d'animer la réflexion autour de notre mode de vie. Nous, on réfléchissait à notre mode de vie et aux problématiques environnementales, et on s'est dit comment, à l'échelle individuelle, déjà, on peut chacun faire sa part par rapport aux grands problèmes d'environnement, que ce soit changement climatique, déchets, pollution, etc. Et du coup, on fait aussi de la formation professionnelle ou de la formation vers les particuliers pour des gens qui recherchent des thématiques très pointues. On peut apprendre avec l'association, par exemple, à construire soi-même son poêle de masse, ou pour des équipes d'espaces verts, à intégrer vraiment la pratique agroécologique dans leur métier de tous les jours. Et autour de la maison, ça peut être aussi tout ce qui est donc produits ménagers, cosmétiques aussi. On intervient aussi beaucoup dans les écoles autour du déchet, pas du zéro déchet du coup, du tri. Et à chaque fois, voilà, comment d'un problème global, on peut essayer de trouver des solutions locales. C'est vraiment notre mode de vie au quotidien qu'on expérimente. On va chercher la complémentarité. On va toujours chercher les gens qui peuvent compléter ce qu'on sait. Et nous, même en tant qu'association, parfois on trouve d'autres associations qui font des choses proches des nôtres. C'est une chance, c'est incroyable. Et du coup, plus on est nombreux, et plus il y aura d'émulation, et plus on créera tout. Nous-mêmes, alors que ça fait pas mal d'années qu'on travaille dessus, tous les ans on découvre des nouvelles choses. Et c'est formidable, on n'arrêtera jamais de jouer. Notre projet Stronger Together fonctionne avec 3 écoles, une école française, une école espagnole, une école irlandaise. Et le but de ce projet, c'était de faire prendre conscience aux enfants des grands enjeux climatiques auxquels ils devront faire face plus tard dans leur vie d'adulte. Mais ce sont aussi les enfants d'aujourd'hui qui seront les citoyens de demain, citoyens européens. Donc on voulait aussi leur donner une dimension, leur faire imaginer, découvrir ce qu'était la dimension européenne. Donc on est parti de ces 2 constats-là, ont fait qu'on est parti sur ce projet Erasmus. Le thème principal, on a décidé de travailler sur l'eau, sur la gestion de l'eau, donc au sein de l'école de Mequinenza, de l'école d'Ennis et plutôt sur la ville de Bressuire. Et c'est vrai que tout au long de l'année, chaque pays, chaque école, en fait, a mené des différentes actions sur l'eau, alors qui peuvent aller sur le cycle de l'eau, qui peuvent être autour de comment on utilise l'eau dans les foyers. Alors c'est vrai que l'utilisation de l'eau en Espagne, en Irlande et en France, elle peut différer. Donc plusieurs actions dans chaque école ont été conduites, mais aussi des actions communes. On vient nourrir une exposition, c'est-à-dire que l'exposition a commencé en Irlande avec le concours de dessin, où c'est vraiment le début de notre exposition. En Espagne, elle va venir s'enrichir avec d'autres productions, ce qui fait qu'au mois de mai 2019, en plus du spectacle, nous aurons normalement une sorte d'exposition un peu itinérante, qui sera passé par l'Irlande, l'Espagne et qui se terminera en fait en France. Là, je voyais la réalisation de tout ce qu'on a pu imaginer et de voir les relations que les enfants ont pu nouer par des regards, par des gestes, par des activités. Ils ont réussi à communiquer et ça, c'est franchement fantastique, quoi. C'est la récompense de 2 ans de travail. Alors, ça y est, ça te parle maintenant la transition énergétique ? Ah oui, maintenant j'ai plein d'idées. Plus de temps à perdre, je passe à l'action. Et on espère que vous aussi.